Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'habitude, chaque année, à cette période du bac, j'ai pour principe en général de me tester philosophiquement et de moi-même à mon tour me remettre dans cette peau du bachelier que j'ai été il y a longtemps maintenant. Et comme la philosophie fait partie de ma vie, désormais, chaque année, je me teste en reprenant les exercices donc du bac, à les refaire moi-même chez moi, par écrit. Alors évidemment, je ne les publie pas, c'est un exercice personnel. Mais cette année, je me suis dit, étant donné que j'ai cette ouverture sur le monde de par cette chaîne YouTube, je me suis dit que cette année, j'allais faire exception à cette règle que je m'étais inscrite et finalement faire cet exercice à l'oral en podcast audio comme j'ai l'habitude de le faire désormais depuis quelques mois sur cette chaîne. Alors je vais tout d'abord évidemment m'intéresser au sujet qu'ont eu ce matin ceux qui passent un bac général. Il y avait un commentaire de texte et 2 dissertations. Alors, parmi les 2 dissertations, nous avions peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas, qui est un sujet qui peut me parler moi personnellement. Fort intéressant également, que je m'essaierai très certainement de faire dans les prochains jours. Mais la dissertation qui m'a le plus parlé pour cette chaîne fut d'abord la première dissertation donc de cet exercice de philosophie. Avons-nous la maîtrise de nos paroles ? Alors on ne va pas perdre de temps évidemment, j'ai commencé à disserter cette question. Alors oui, il arrive souvent que nous regrettions une parole prononcée trop vite, une phrase qui nous échappe. Un mot dépasse la pensée et il peut devenir assez facilement une remarque blessante qu'on n'avait pas prévue. Et régulièrement, on se justifie ou on tente de se justifier au travers de cette phrase « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et cette formule banale en apparence révèle pourtant un problème philosophique profond. Puisque si nous affirmons que nous ne voulions pas dire ce que nous avons dit, c'est bien que nos paroles peuvent nous échapper. Mais en même temps, nous savons aussi que parler n'est pas simplement produire des sons au hasard, c'est aussi choisir des mots, construire une phrase, exprimer une pensée, s'adresser à autrui, par exemple. Et la parole semble donc à la fois être d'un côté un acte que nous maîtrisons et une réalité également qui peut nous dépasser. Et donc le sujet demande si nous avons la maîtrise de nos paroles. Et il faut évidemment d'abord préciser les termes, puisqu'avoir la maîtrise, c'est pas seulement être capable de parler, c'est aussi contrôler ce qu'on dit, savoir pourquoi on le dit, mesurer la portée de ces mots, et éventuellement, dans certains cas, être capable de ne rien dire et de se taire. Quant aux paroles, elles ne désignent pas seulement les mots prononcés, mais quelque part l'usage vivant du langage dans une situation concrète. Par exemple, parler à quelqu'un, répondre, promettre, accuser, mentir, avouer même dans certains cas. Et donc le problème est donc le suivant. Si la parole est l'expression de notre pensée consciente, nous devrions, par définition, en être responsables et maîtres. Mais si elle dépend de la langue que nous avons reçue, si elle dépend de nos émotions, si elle dépend de notre inconscient, peut-être même du contexte social, même parfois de l'interprétation d'autrui, alors quelque part, elle ne nous appartient jamais totalement. Et donc dès lors, on peut se demander si nous avons véritablement la maîtrise de nos paroles ou alors seulement une maîtrise
partielle, fragile, menacée finalement par ce qui nous échappe autour de nous. Et donc nous verrons d'abord que la parole semble être un acte volontaire dont l'homme peut être tenu responsable. On montrera ensuite que cette maîtrise est tout de même limitée, puisque nos paroles finalement sont traversées aussi par des forces qui nous dépassent. Et enfin, nous soutiendrons que le véritable, ou du moins que la véritable, maîtrise de la parole ne consiste pas dans un contrôle absolu, mais dans une vigilance réfléchie et responsable. Partie que j'appellerais donc que la parole semble d'abord relever d'une maîtrise consciente et volontaire, puisqu'à première vue, il paraît évident que nous avons la maîtrise de nos paroles. Puisque parler n'est pas une réaction purement mécanique. L'être humain ne se contente pas d'émettre des sons. Il articule des mots, il organise des idées, il choisit des formulations. Et la parole suppose une intention derrière, une intention intrinsèque. Donc lorsque je réponds à une question, lorsque j'explique une idée ou que je défends une position, eh bien je manifeste une certaine capacité à gouverner mon discours. Et donc c'est pourquoi la parole est souvent considérée comme un signe de rationalité. Aristote, par exemple, le définissait très bien lui-même. Il définit l'homme comme un être doué de logos, c'est-à-dire de langage et de raison. Mais l'homme ne possède pas seulement une voix capable d'exprimer la douleur ou le plaisir, comme les animaux. Il possède la parole, qui lui permet donc de distinguer le juste et l'injuste. Il peut distinguer également, qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre dualité ? L'utile et le nuisible, le vrai et le faux. Et donc parler dans cette perspective, c'est rendre visible une pensée. La parole n'est donc pas uniquement une forme d'émission sonore, c'est une manifestation d'une intelligence capable de formuler un jugement. Et donc, on peut également penser à Descartes pour qu'il langage témoigne de la présence d'une pensée consciente. Dans le discours de la méthode, par exemple, Descartes distingue l'homme de la machine et de l'animal, justement par sa capacité à produire un discours adapté à diverses situations. Alors, une machine peut imiter certains sons, mais elle ne peut pas parler. Elle est dénuée de pensée, elle ne pense pas. Et donc, la parole humaine suppose une intériorité, une conscience, une capacité à adapter ses mots à ce que l'on veut dire. Ça veut dire que si je parle, c'est que je suis capable d'ordonner ma pensée. Et donc cette maîtrise apparaît aussi dans le fait que nous pouvons modifier nos paroles. On peut hésiter, reformuler, nuancer, les préciser même. On peut dire « je me suis mal exprimé » pour corriger notre phrase. Et donc cette possibilité justement montre que la parole est soumise à une certaine surveillance quelque part de la conscience. Et nous ne sommes pas seulement emportés par les mots. On peut revenir sur eux, les rectifier, les corriger ou encore les améliorer. L'élève par exemple qui rédige une dissertation, c'est la même chose finalement qu'un orateur qui prépare un discours ou qu'un avocat qui se prépare à plaider ou un professeur qui explique. Finalement, tous témoignent de cette capacité humaine à travailler la parole. Mais la parole, c'est aussi la maîtrise de ne pas l'employer. C'est-à-dire que cette maîtrise peut se manifester également dans la possibilité de se taire. Maîtriser sa parole, oui, c'est ça, c'est pas uniquement savoir parler, c'est aussi savoir ne pas parler, finalement. Le silence volontaire, c'est une forme, en réalité, de pouvoir sur soi. Celui qui se retient de répondre à une provocation ou à l'insulte, celui qui refuse de divulguer un secret, celui qui choisit de dire la vérité plutôt que de mentir, finalement, cette personne montre qu'il peut exercer un contrôle sur sa propre expression. Et donc la parole n'est donc pas une fatalité, elle peut être retenue, elle peut être contrôlée quelque part. Et c'est pourquoi nous sommes moralement et juridiquement responsables de nos paroles. Une promesse nous engage. À l'heure actuelle, une insulte peut être condamnée. Un mensonge peut détruire la confiance. Un témoignage, même dans le cadre par exemple d'affaires judiciaires, peut décider du sort d'un homme. Et donc si l'on considère que nous sommes responsables de ce que nous disons, eh bien c'est bien parce que nos paroles sont supposées dépendre de nous. Kant
Même chose, puisque lui, il insiste sur l'importance morale de la véracité. Pour lui, mentir n'est pas une simple erreur de langage, c'est une faute, parce que le sujet choisit de déformer la vérité volontairement. Donc, selon lui, la parole engage la liberté humaine. De même, certains philosophes du langage ont montré que parler, c'est pas seulement décrire le monde, c'est aussi agir sur lui. Quand je dis, par exemple, je sais pas moi, je promets que je ferai, voilà, le fait de promettre, je ne me contente pas quelque part d'énoncer juste une simple information, j'accomplis un acte. Quand un juge déclare une peine, ou quand deux époux prononcent un consentement de mariage ou que sais-je, la parole transforme la réalité, elle produit des effets. Et c'est ce qu'on appelle parfois un acte de langage. Or, quelque part, si parler peut être agir, alors la parole suppose bien une certaine maîtrise, car nos mots deviennent des actes dont nous devons répondre. Et donc, dans un premier temps, il semble légitime d'affirmer que nous avons la maîtrise de nos paroles. La parole exprime nos pensées, notre raison, du moins la parole nous aide à la manifester, cette raison. Elle engage notre propre responsabilité et finalement, elle est gouvernée par la volonté. Mais cette première réponse reste insuffisante puisque l'expérience montre également que nos paroles ne correspondent pas toujours exactement à l'intention qu'on souhaite lui prêter. On parle, mais on ne contrôle pas toujours ce que nos mots révèlent ou peuvent révéler. Donc, la deuxième partie, est là, encore une fois, intéressante, puisque je vais revenir sur ces paroles qui nous échappent souvent. Puisque si nous avions une maîtrise complète de nos paroles, on ne serait jamais surpris par ce que nous disons. Or, l'expérience ordinaire, l'expérience même commune, parce que ça nous arrive à peu près à tous, je connais personne, en tout cas dans un panel de fréquentation ou de connaissances qui n'a jamais prononcé cette phrase un jour, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, les mots m'échappent. Donc ces expériences montrent le contraire, c'est-à-dire qu'une parole peut justement partir trop vite. Une phrase peut dépasser la pensée et même une émotion, le coup de la colère, la tristesse peut nous faire dire quelque chose que l'on va regretter aussitôt. Donc, quelque part, on croit parler en maître responsable de soi-même, mais on découvre parfois que nos mots nous ont précédés en tant qu'être. Et donc la première limite de notre maîtrise tient justement aux passions, aux émotions. La colère, la peur, le désir, la jalousie, l'orgueil même peut altérer notre parole. Et donc dans ces moments d'emportement, on dit des choses qu'on n'aurait jamais dit dans le calme, le plus absolu. La parole devient alors, dans ce cas, moins l'expression d'une pensée claire finalement que le symptôme d'un trouble intérieur. Et elle ne disparaît pas comme un acte volontaire, mais elle est affaiblie justement parce qu'il la traverse. On parle encore, mais on ne parle plus entièrement depuis ce que l'on appelle la raison. Et cette fragilité apparaît aussi dans ce phénomène que l'on appelle le lapsus. Freud y voyait l'un des signes possibles justement de ce que l'on appelle l'inconscient. Le lapsus, c'est pas seulement une erreur mécanique, ça peut révéler un désir, une crainte, voire même une pensée refoulée. Et tout lapsus n'a pas forcément ou systématiquement une signification profonde. Mais il montre tout de même que la parole n'est pas toujours, transparente à celui qui parle. Il peut arriver que nos mots disent davantage ce qu'on pensait vouloir dire, et la parole finalement devient un lieu de révélation, et ce de manière totalement involontaire. Et plus largement, en utilisant la psychanalyse, elle nous a montré que le sujet n'est pas totalement maître de lui-même, puisque l'homme ne se réduit pas à sa conscience claire, il est travaillé
mentalement, par des souvenirs, par des désirs, des peurs. Et on croit encore une fois utiliser les mots, mais les mots peuvent parfois apparaître ou faire apparaître une vérité que, quelque part, nous ignorions nous-mêmes, ou alors que nous voulions nous le cacher à nous-mêmes. Et donc la parole n'est pas seulement l'instrument de la conscience, c'est aussi l'espace où se manifeste ce qui échappe à la conscience. Et donc on a quelque part une autre limite qui tient à la langue elle-même. On ne crée pas les mots que nous employons, puisqu'avant même de parler, nous héritons d'une langue, avec ses règles, ses expressions, son histoire, et même ses ambiguïtés. Nous avons Ferdinand de Saussure, qui a distingué la langue, le système collectif de signes, de la parole, et donc lorsque je parle, il y a évidemment une intention personnelle, mais je dois passer par une langue commune qui me précède. C'est-à-dire que les mots ne sont pas des propriétés privées, ils appartiennent à une communauté, à une culture et à une histoire. Et ça signifie que nous ne maîtrisons jamais totalement le sens des mots, puisque déjà un mot peut même avoir plusieurs significations. Et une même phrase peut être comprise de différentes manières selon le ton, le contexte ou la relation entre les interlocuteurs. Dire, par exemple, ça va, peut exprimer une vraie sincérité, une politesse automatique, ou même une fatigue dissimulée ou une ironie, par exemple. Donc le sens ne dépend pas seulement de l'intention du locuteur, mais il dépend aussi de la situation, du contexte, et encore une fois, de celui qui écoute. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de cette dimension essentielle qui apparaît, puisqu'une fois prononcées, nos paroles ne nous appartiennent plus entièrement. Elles entrent dans l'esprit d'autrui, elles sont reçues, interprétées et même déformées parfois. Et donc on peut vouloir consoler et en même temps être perçu comme condescendant ou arrogant. On peut vouloir plaisanter et en même temps blesser. On peut vouloir être clair et être extrêmement mal compris. Donc la parole est adressée, et parce qu'elle est adressée, elle dépend aussi de celui qui la reçoit. Et donc c'est pourquoi la maîtrise finalement de la parole est toujours limitée par ce qu'on appelle l'altérité. Parler, ce n'est pas déposer une pensée intacte dans l'esprit d'un autre. C'est exposer une pensée à l'interprétation. Or, l'autre n'est pas un simple miroir, il a lui aussi son histoire, ses blessures, sa sensibilité, ses attentes, ses préjugés, et donc il entend parfois autre chose que ce que nous pensions dire. C'est-à-dire que la parole est un risque, et elle suppose une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle est encore plus visible dans l'espace public, puisqu'une phrase peut là aussi, encore une fois, être extraite de son contexte, répétée, simplifiée même, commentée à outre mesure, et elle peut devenir autre chose que ce qu'elle était au départ. Et donc l'auteur d'une parole n'est jamais entièrement maître de sa circulation. Une parole privée peut devenir publique, et à partir de ce moment-là, il n'a plus de pouvoir sur cette parole. Une formule même peut être reprise contre celui-là même qui l'a prononcée. Les nuances peuvent également disparaître, et dans la vie que l'on appelle sociale, les paroles se détachent de leur auteur et finalement vivent de leur propre existence. Elles prennent une existence propre qui n'appartient qu'à cette dite parole finalement. Et il faut reconnaître que la maîtrise de nos paroles est loin d'être absolue. On ne maîtrise pas totalement, et ce tout le temps, nos émotions, notre inconscient, et même la langue que nous employons. Et donc, conclure que nous ne maîtrisons pas du tout nos paroles serait quand même là aussi excessif. Car si nos mots peuvent nous échapper, on peut aussi apprendre à mieux les habiter. Et donc la question n'est donc pas de savoir si la maîtrise est totale ou nulle, mais plutôt de comprendre en quel sens elle peut être construite. Et donc pour cette troisième partie, on va parler de responsabilité et de lucidité, puisque la véritable maîtrise de la parole est en réalité ce que j'appelle une maîtrise relative.
Et pour ce faire, il faut évidemment dépasser l'opposition trop simple entre maîtrise complète et absence totale de maîtrise. C'est un entre-deux. Nous ne sommes ni les souverains absolus de nos paroles, ni même leurs simples victimes. C'est-à-dire que la parole est une puissance ambiguë, elle dépend de nous, mais elle nous dépasse en même temps. Et c'est précisément pourquoi elle exige une éducation, et même une responsabilité, parfois même de la prudence. Et maîtriser sa parole ne signifie pas contrôler, et ce de manière parfaite, tous ses effets. C'est impossible et ça serait impossible. En revanche, on ne peut jamais prévoir comment chaque mot sera reçu. On ne peut pas empêcher toute ambiguïté, on ne peut pas non plus supprimer l'inconscient, les émotions et les malentendus. Donc, par définition, la parole humaine n'est pas un mécanisme parfaitement réglé. Elle est certes vivante, mais elle est également fragile. Et donc, exiger une maîtrise absolue reviendrait à demander à l'homme, finalement, de ne plus être humain. Et cette impossibilité du contrôle absolu ne dispense pas non plus de l'effort de maîtrise. Au contraire, c'est parce que la parole peut blesser, tromper ou même manipuler qu'elle doit être travaillée. Et donc la maîtrise de la parole devient une tâche morale et intellectuelle. Elle consiste à parler avec précision, à faire en sorte d'éviter toute confusion, à chercher le mot juste et éviter de tomber trop rapidement dans l'impulsion. Et dans ce dernier cas, à accepter tout de même de reformuler lorsqu'on a été mal compris. D'ailleurs, la rhétorique grecque accordait une grande importance à cette formation de la parole, puisque chez les Grecs, et puis même chez les Romains d'ailleurs, bien parler, c'était pas seulement une compétence technique, c'était aussi une dimension de la vie civique. C'est-à-dire que l'homme capable de parler clairement, d'argumenter, de convaincre sans tromper, participait à la vie commune. Et cette puissance finalement de la parole exigeait aussi une discipline. Parce que l'éloquence peut servir la vérité, mais elle peut aussi servir la manipulation. Et Platon, par exemple, se méfiait déjà de la parole lorsqu'elle devient simple instrument de persuasion. Dans le Gorgias, il critique la rhétorique qui cherche seulement à plaire. Et il critique en même temps cette rhétorique qui vise également à dominer les esprits sans se soucier du vrai. Et donc cette critique, mine de rien, elle est assez décisive puisqu'elle nous fait comprendre et elle nous dit que maîtriser ses paroles, ce n'est pas seulement être habile à parler. On peut techniquement maîtriser un discours en le mettant au service du mensonge. Et donc la vraie maîtrise, selon lui, ne peut pas être séparée de l'exigence de la vérité. Et donc c'est pour ça qu'il faut distinguer la maîtrise comme contrôle et la maîtrise comme responsabilité. Puisque contrôler ses paroles, c'est surveiller ce qu'on dit. Mais être responsable de ses paroles, c'est autre chose, c'est davantage. C'est reconnaître que parler engage un rapport à autrui et au vrai, surtout. Et donc une parole maîtrisée, c'est pas seulement une parole efficace, c'est une parole consciente de ses propres conséquences. Donc, elle ne cherche pas à seulement produire un effet, c'est aussi assurer et assumer ce qu'elle fait exister entre les hommes finalement. Et cette responsabilité suppose d'abord un travail sur soi, une attention à soi. Il faut savoir reconnaître les moments où une parole peut être emportée par la colère, par la peur, l'orgueil ou que sais-je. Et donc il faut parfois comprendre qu'il faille différer sa réponse. Et ne pas confondre spontanéité et vérité. Parce que tout ce qui sort de nous dans une forme d'immédiateté qu'on ne peut pas contrôler n'est pas nécessairement plus authentique. C'est une parole, comment dirais-je,
oui, la spontanéité ne fait pas l'authenticité, quelque part. Et donc une parole réfléchie, d'un autre côté, n'est pas forcément moins sincère qu'une parole impulsive. Elle peut au contraire être même plus fidèle, quelque part, à ce que nous voulons vraiment dire. Et c'est pour cette raison qu'elle suppose ensuite une attention aux mots, puisque les mots ont une histoire, chaque mot a une charge propre, une force, certains mots éclairent, d'autres obscurcissent, et même certains apaisent, certains humilient, d'autres peuvent ouvrir le dialogue, d'autres le refermer, et donc la maîtrise de la parole exige évidemment une culture du langage. Et dans cette culture de langage, on peut même savoir définir un mot, savoir le distinguer d'un autre mot, et savoir le nuancer. Et malheureusement, beaucoup de conflits naissent de mots employés trop vite, de notions mal comprises et même de formules simplifiées. Et donc, penser clairement, c'est souvent commencer par parler plus justement. Et donc, elle suppose une attention à autrui, puisque parler, ce n'est pas seulement exprimer ce que l'on a en soi, c'est entrer dans une relation. Et donc, une parole vraiment maîtrisée tient compte de celui qui l'entend, non pour flatter ou manipuler, mais pour rendre possible une compréhension. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours éviter de déplaire, la vérité peut être difficile, mais je veux dire, même une parole ferme peut être plus ou moins juste, plus ou moins précise, et même, oui, plus ou moins responsable. Et donc, a fortiori, on peut dire que la maîtrise de nos paroles est une maîtrise relative. On ne choisit pas la langue dans laquelle nous naissons, on ne contrôle pas non plus parfaitement nos émotions, on ne peut pas être complètement transparent à nous-mêmes, on ne décide pas ce que les autres vont comprendre de nos paroles, mais on peut quand même avoir une forme de vigilance. On peut apprendre à parler plus clairement, plus justement, plus honnêtement même. On peut reconnaître que toute parole finalement est un acte et que tout acte demande à être assumé. Et cette idée permet de résoudre le problème initial. Alors oui, nous avons une certaine maîtrise de nos paroles, puisqu'on peut choisir, corriger, retenir, assumer ce qu'on dit. Mais non, nous n'en avons pas une maîtrise absolue, puisque les paroles sont finalement prises dans la langue, dans l'inconscient, les émotions, l'interprétation qu'en fait autrui. Et la sagesse, finalement, consiste à ne pas croire naïvement qu'on possède entièrement nos mots, et même chose en ce qui concerne finalement, comment dirais-je, oui, à ne pas renoncer non plus à l'exigence de les gouverner, ces mots. Et donc, pour conclure, avons-nous la maîtrise de nos paroles ? La réponse peut pas être ni simplement oui ou non. D'un côté, la parole est un acte humain, volontaire et responsable. Parler, c'est exprimer une pensée, c'est s'adresser à autrui, c'est promettre, c'est expliquer. Et en ce sens, on doit répondre de nos paroles, puisqu'elles engagent notre propre liberté. Mais d'un autre côté, nos paroles nous échappent souvent. Elles peuvent dépasser notre intention, révéler une part inconsciente de nous-mêmes. On a vu qu'elles pouvaient être aussi déformées par l'émotion, même limitées par la langue. On n'a pas parlé, mais elles peuvent être limitées par la langue. Et encore une fois, transformées par l'interprétation d'autrui. Donc, la parole, en réalité, n'est jamais un objet qu'on possède entièrement soi-même. Dès qu'elle est prononcée, elle entre dans le monde commun et elle peut produire des effets imprévus. Comme une balle dans le corps, hein. Les balisticiens vous le diront, une fois que la balle est tirée, elle peut aller absolument n'importe où. Quelque part, la parole, c'est un peu ça, c'est métaphoriquement ce côté balistique d'une balle peut, au niveau de l'image, être du même acabit que la parole, quelque part. Donc, il faut conclure donc, qu'on n'a pas la maîtrise absolue de nos paroles, mais qu'on peut en construire une maîtrise relative, comme on l'a vu. Et cette maîtrise, elle repose tout simplement sur la lucidité,
la prudence, la précision et la responsabilité, surtout. Puisque maîtriser sa parole, c'est pas tout contrôler. C'est justement savoir qu'on ne peut pas tout contrôler et que parler, finalement, parler malgré ce manque de contrôle, eh ben, il faut réussir à le faire avec le plus de conscience possible. Et cette parole humaine est à la fois notre puissance et en même temps notre risque. Puisqu'on peut penser, aimer, dire la vérité, mais on peut aussi blesser, trahir, et même nous trahir nous-mêmes finalement. Et c'est pourquoi la véritable maîtrise de la parole n'est pas dans la domination parfaite des mots, mais dans l'effort finalement, toujours recommencer pour faire, coïncider ce que nous disons avec ce que nous pensons, et ce que nous voulons et que nous pouvons assumer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, si vous voyez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je m'amuserai, je pense, à disserter également à l'oral la dissertation numéro 2, qui figurait parmi cet exercice de bac général. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va continuer évidemment à parler de philosophie dans plein d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté évidemment aux vidéos précédentes, mais aussi à celles qui vont succéder cette dernière petite pastille philosophique. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée.